Le capitaine Ibrahim Traoré devient président en exercice de l'AES après le sommet de Bamako. Bamako n'était pas silencieuse en ce mois de décembre 2025. La capitale malienne vibrait d'une tension particulière, dense, presque électrique. Dans l'air chaud et poussiéreux, quelque chose de plus grand qu'un simple sommet politique se préparait. Les drapeaux flottaient lentement devant les bâtiments officiels, les convois militaires sillonnaient les artères principales, et les regards se tournaient vers un seul rendez-vous. Le sommet de la Confédération des États du Sahel, l'AES. Depuis plusieurs jours déjà, la ville se transformait en théâtre de décisions historiques. Les délégations arrivaient discrètement, escortées, protégées, conscientes que ce qui allait se jouer dépassait largement les frontières du Mali. Le Sahel tout entier retenait son souffle. Le 20 décembre 2025, les premières cérémonies donnaient le ton. Dans une mise en scène lourde de symboles, l'étendard de la force unifiée de l'AES était officiellement présenté. Ce geste, apparemment protocolaire, portait en réalité un message clair. Les États du Sahel n'étaient plus dans la simple déclaration d'intention. Ils entraient dans une nouvelle phase, celle de l'action coordonnée, assumée, collective. Depuis la création de l'Alliance des États du Sahel en 2023, le chemin parcouru avait été rapide, parfois brutal, toujours controversé. À l'origine, l'AES était née d'un sentiment partagé d'abandon, d'incompréhension et de défiance vis-à-vis des organisations régionales traditionnelles et des partenaires internationaux historiques. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, tous dirigés par des régimes militaires issus de coups d'État, avaient décidé de ne plus subir, mais de construire leur propre architecture de sécurité et de souveraineté. À Bamako, en décembre 2025, cette vision prenait une forme concrète. Le 22 décembre, les chefs d'État entraient officiellement en conclave. Autour de la table, 3 hommes, 3 trajectoires, mais un même discours, celui de la survie des États face à une insécurité devenue existentielle. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, incarnait la continuité. Depuis des mois, c'est lui qui portait la présidence en exercice de l'AES, supervisant sa structuration progressive, assumant la rupture avec la CEDEAO et consolidant les nouveaux partenariats sécuritaires. À ses côtés, le général Abdourahmane Tiani du Niger, figure plus discrète mais stratégique, représentait un pays clé du dispositif sahélien, frontalier de zones parmi les plus instables du continent. Et puis, il y avait Ibrahim Traoré. Le capitaine burkinabé n'avait que 37 ans, mais son visage était déjà celui d'une génération marquée par la guerre, la pression populaire et la défiance envers les anciennes élites. Arrivé au pouvoir en septembre 2022 à la suite d'un coup d'État, il s'était imposé rapidement comme l'un des symboles les plus radicaux de la nouvelle ligne souverainiste sahélienne. Son arrivée à Bamako le 23 décembre au matin n'était pas passée inaperçue. Dans les rues, son convoi avançait lentement sous haute sécurité. Dans les coulisses diplomatiques, les spéculations allaient bon train. Beaucoup savaient déjà que la présidence tournante de l'AES devait changer de main. La question n'était plus vraiment de savoir si, mais quand et comment. Lorsque les travaux du sommet entrèrent dans leur phase finale, le climat était à la fois solennel et déterminé. Les discussions avaient été longues. Il avait été question d'opérations militaires conjointes, de mutualisation des renseignements, de corridors logistiques, mais aussi d'intégration économique, de mobilité des populations et de vision politique commune. Puis vint l'annonce. À l'issue de la session du 23 décembre 2025, le communiqué final fut lu. Sans emphase excessive, sans triomphalisme inutile, la décision fut rendue publique. Le capitaine Ibrahim Traoré devenait président en exercice de la Confédération des États du Sahel pour un mandat d'1 an. Dans la salle, l'instant fut bref, presque austère. Mais au-delà des murs, dans les capitales sahéliennes et bien au-delà, la portée de cette annonce était immense. Cette désignation n'était pas un simple passage de relais, elle symbolisait une nouvelle étape dans la consolidation de l'AES. En confiant la présidence au Burkina Faso, les dirigeants validaient le principe d'une gouvernance tournante, mais ils envoyaient aussi un signal politique fort, le centre de gravité de l'Alliance se déplaçait. Le Burkina Faso était alors l'un des pays les plus durement frappés par l'insécurité. Une large partie de son territoire restait sous pression des groupes armés. Des centaines de milliers de civils avaient été déplacés. L'État lui-même se battait pour maintenir son autorité dans certaines régions. En plaçant Ibrahim Traoré à la tête de l'AES, les États membres affirmaient que la réponse ne serait ni timide ni défensive. Le nouveau président en exercice héritait d'un dossier lourd. Dès le sommet de Bamako, les chefs d'État avaient appelé à des opérations conjointes d'ampleur. Il ne s'agissait plus de simples patrouilles coordonnées ou d'échanges ponctuels d'informations. L'objectif affiché était clair, frapper ensemble, sur plusieurs fronts, avec une force unifiée, pouvant atteindre environ 5000 hommes.
Ce projet, longtemps évoqué, prenait désormais une dimension opérationnelle. La remise de l'étendard quelques jours plus tôt n'était plus un symbole isolé, mais le prélude d'une stratégie militaire assumée. Sous la présidence Traoré, l'AES entrait dans une phase où les résultats sur le terrain deviendraient le principal indicateur de crédibilité. Mais cette présidence n'était pas uniquement militaire, elle était aussi politique, diplomatique, idéologique. Depuis la rupture avec la CEDEAO, officialisée en 2024, les trois pays avaient choisi une voie risquée, celle de l'isolement relatif et de la redéfinition complète de leurs alliances. Les relations avec certains partenaires occidentaux s'étaient considérablement refroidies, tandis que de nouveaux acteurs gagnaient en influence. À Bamako, en décembre 2025, cette orientation était assumée sans détour. L'AES se présentait comme une confédération souveraine, décidée à choisir ses partenaires selon ses propres intérêts, sans injonction extérieure. Pour Ibrahim Traoré, cette posture correspondait parfaitement à son discours intérieur, fondé sur la souveraineté, la dignité nationale et la rupture avec ce qu'il appelait l'ordre ancien. Son accession à la présidence en exercice renforçait aussi sa stature sur la scène régionale. À Ouagadougou, cette nomination était perçue comme une reconnaissance du rôle central du Burkina Faso dans la lutte sahélienne. Elle offrait au jeune capitaine une tribune inédite, mais aussi une pression accrue. Chaque décision, chaque opération, chaque déclaration serait désormais scrutée non seulement comme un choix national, mais comme une orientation confédérale. Le sommet de Bamako avait également fixé un horizon. Le prochain grand rendez-vous de l'AES devait se tenir à Ouagadougou en 2026. Cette échéance fonctionnait comme une ligne de temps politique. D'ici là, la présidence Traoré serait évaluée, non pas sur des promesses, mais sur des faits. Territoires sécurisés, axes routiers ouverts, marchés protégés, population rassurée. Dans les jours qui suivirent le sommet, les communications officielles se multiplièrent. Les images de Bamako circulaient sur les réseaux sociaux, montrant les chefs d'État côte à côte, les drapeaux alignés, les honneurs militaires rendus. Pour les partisans de l'AES, ces images représentaient une renaissance africaine, une réponse endogène à des décennies de dépendance et d'échecs sécuritaires. Pour les observateurs critiques, elles soulevaient aussi de nombreuses questions. La Confédération pouvait-elle réellement compenser le manque de moyens financiers ? Les armées, malgré leur courage et leur détermination, disposaient-elles des capacités logistiques nécessaires pour mener des opérations prolongées ? La gouvernance militaire pouvait-elle répondre aux attentes sociales profondes des populations sahéliennes ? Ibrahim Traoré le savait mieux que quiconque. Sa présidence ne serait pas jugée à Bamako, ni même à Ouagadougou, mais dans les villages reculés du nord du Burkina, dans les zones frontalières du Niger, dans les plaines instables du centre du Mali. C'est là que l'AES devrait prouver son utilité réelle. Le passage de témoin avec Assimi Goïta s'effectua sans heurts apparent. Le président malien conservait un rôle central dans l'équilibre de l'alliance, fort de son expérience et de son influence. Quant au Niger, il demeurait un pilier stratégique, indispensable à toute opération régionale cohérente. Ainsi, en ce mois de décembre 2025, Bamako n'avait pas seulement accueilli un sommet. La ville avait été le point de bascule d'une nouvelle phase de l'histoire sahélienne. La désignation d'Ibrahim Traoré comme président en exercice de l'AES marquait le passage d'une alliance politique à une confédération en quête de résultats.